Bonjour à tous et merci de votre fidélité à ce rendez-vous de sujets qui nous concernent. Nous nous intéressons aujourd'hui à un problème majeur de santé publique, l'un des 10 problèmes les plus sérieux du monde moderne selon l'Organisation mondiale de la santé. Il s'agit de l'anémie. Elle constitue la forme de carence en micronutriments la plus répandue dans le monde, avec plus de 2 milliards d'individus atteints avec une prévalence de 24,8%, dont 9 sur 10 vivant dans les pays en voie de développement. Malgré l'amélioration remarquable des conditions de vie durant ces dernières décennies, l'anémie est une maladie importante et très répandue en Afrique. Pourquoi cette forte prévalence? Quelles en sont les causes? Comment la diagnostiquer? Mais surtout, comment prévenir le risque d'anémie? On en parle avec Dr Romaric Massi. Vous êtes médecin hématologue. Bienvenue sur ce plateau et merci de votre disponibilité. Avec vous également sur ce plateau, Dr Romuald Boton, pédiatre des armées, lieutenant-colonel, blogueur et vlogueur, initiateur et animateur de la page Facebook Pédiatrie Astuce. Merci également, docteur, pour votre fidélité. Merci beaucoup, Alila. L'anémie est un motif fréquent de consultation chez les enfants, comme le témoigne ce reportage en service de pédiatrie du centre hospitalier départemental de Lomé et du Plateau. On suit ce reportage et on revient après. C'est souvent le quotidien des urgences du service de pédiatrie du centre hospitalier départemental de Lomé et du Plateau. L'anémie est un motif fréquent de consultation dans les services des urgences pédiatriques et mieux encore en période de paludisme. Aux urgences pédiatriques, par cette période, 8 à 9 enfants sur 10 sont là pour une anémie. Aux urgences pédiatriques. Par contre, pour une anémie sévère, je précise. Par contre, les enfants vus en consultation peuvent venir pour un autre motif et au cours de l'exploration ou de l'examen de cet enfant, on va se rendre compte qu'il a une anémie qui n'est pas forcément une anémie sévère, c'est peut-être une anémie légère, une anémie vraiment modérée. Et très facilement, ça peut passer sans qu'on ne s'en rende compte. Et en consultation, 1 à 2 enfants sur 4, et à 2 nourrissons sur 4 peuvent présenter une anémie. Chez les nourrissons, les causes sont beaucoup plus d'ordre carentiel et nutritif, notamment la carence en fer. La pâleur palmoplantaire permet de reconnaître un enfant anémié. Les nourrissons constituent une tranche d'âge très vulnérable. Ils font rapidement des pathologies infectieuses, des pathologies carentielles, carence en fer et autres, et toutes ces pathologies peuvent donner des anémies. Donc, ce qui fait que la tranche d'âge du nourrisson est beaucoup plus sujette à des anémies que les autres tranches d'âge si on écarte les autres pathologies qui peuvent être des pathologies de terrain, la drépanocytose et autres. Le premier signe, c'est essentiellement la pâleur. La pâleur qu'on observe chez l'enfant au niveau des paumes et au niveau des yeux. Mais attention à la pâleur objectivée chez les yeux. Chez les enfants plus petits, lorsqu'ils pleurent bien, même s'il a une anémie, vous aurez une rougeur de la muqueuse au niveau des yeux, ce qui peut camoufler une anémie. Donc le signe le plus patent qui oriente vers, c'est la pâleur, surtout la pâleur au niveau de la main. La prévention de l'anémie réside dans la prévention des causes de l'anémie, indique le pédiatre. La prévention de ces différentes anémies va résider dans la prévention de ces différentes causes, la supplémentation en fait, la prise en charge des pathologies infectieuses, dont le paludisme. Les parasitoses, ce que nous appelons les vers intestinaux, peuvent être également à l'origine des anémies. Donc il suffirait de déparasiter les enfants tous les 3 mois, à partir de 9 mois, comme cela est recommandé, pour éviter des anémies de ces causes-là. L'anémie touche beaucoup plus les nourrissons et les enfants, mais n'épargne non plus les adultes. Il est important de consulter très tôt pour une prise en charge appropriée. Retour sur ce plateau. Merci à Dr Bouillon et à toute l'équipe de pédiatrie du CHTOP. Des réactions après cet élément, Dr Boton. L'élément montre que l'anémie, en fait, c'est un grand problème en Afrique. Vous imaginez 8 enfants sur 10 aux urgences, 8 à 9 enfants sur 10 enfants, ça fait pratiquement 80 à 90% des consultations aux urgences pour une anémie grave. Et la moitié des enfants pour les consultations usuelles pour une anémie d'origine nutritionnelle. Donc ça veut dire que c'est un problème assez sérieux. Il faudrait qu'on le prenne à bras le corps pour pouvoir en fait essayer de l'endiguer.
Voilà. Et c'est d'ailleurs l'objectif de cette émission. Docteur Massy, c'est quoi une anémie? Merci, madame. Pour parler de l'anémie de façon très simple, pour que tout le monde comprenne, il faut juste qu'on se rappelle que dans notre organisme circule un liquide très précieux qu'on appelle le sang. Et dans le sang, on va trouver différents types de cellules. Si je dis globules rouges, tout le monde connaît. Si je dis globules blancs, tout le monde connaît. Peut-être un peu moins les plaquettes. Mais lorsque nous prenons les globules rouges, il y a dans les globules rouges, je vais dire un taximane, mais un taximane très précieux, puisque ce taximane a pour principal rôle de pouvoir nourrir toutes nos cellules en oxygène. Quand nous respirons, nous captons de l'oxygène et il faut que cet oxygène-là, une fois au niveau des poumons, soit récupéré et diffusé dans tout l'organisme. Et ce taximane, il est à l'intérieur du globule rouge. C'est ce taximane qu'on appelle l'hémoglobine. Et c'est lorsque la quantité d'hémoglobine dans notre corps diminue qu'on parle d'anémie. La quantité diminue. Quelle est la quantité normale déjà? La quantité d'hémoglobine qu'on doit avoir dans l'organisme est variable en fonction de l'âge, en fonction du sexe et même en fonction de l'état physiologique. Je vous donne un exemple. Si vous prenez un adulte homme, son taux d'hémoglobine normal doit varier entre 12 et 16 grammes par décilitre. Par contre, si vous prenez une femme en âge de procréer qui n'est pas enceinte, son taux d'hémoglobine varie entre 12 et 14 grammes par décilitre. Par contre, si vous arrivez chez une femme qui est enceinte, le taux d'hémoglobine normal varie entre 10 et 11 grammes par décilitre. Donc, vous voyez, c'est très variable. Et même quand vous arrivez chez les enfants, Dr Bouton est là, il va le confirmer tout à l'heure, le taux d'hémoglobine est variable en fonction des tranches d'âge. Si vous prenez un nouveau-né entre 0 et 28 jours, c'est complètement différent par rapport à un nourrisson et c'est complètement différent par rapport au grand enfant. Avant que Dr Bouton ne nous parle du taux chez les enfants, l'hémoglobine est renouvelée à quelle fréquence? Il faut savoir que les globules rouges au sein desquels on trouve l'hémoglobine ont une durée de vie de 120 jours. D'accord. Donc au bout de 120 jours, le globule rouge est éliminé et de nouveaux globules rouges le remplacent. Il faut savoir que ce processus est autonome, physiologique. De façon spontanée, l'organisme devrait pouvoir renouveler son stock de globules rouges. Docteur Bouton, en chiffres, quel est le taux d'hémoglobine chez les enfants? Chez les enfants, en fait, à la naissance, en fait, le taux d'hémoglobine est très fort, est très élevé parce qu'en fait, les enfants, comme physiologiquement, ils pompent leur maman pour pouvoir survivre. Donc, on a des taux d'hémoglobine qui sont entre 16 et 14. Et puis, naturellement, à partir de l'âge de 6 mois, ils commencent par se stabiliser, c'est-à-dire que ça descend progressivement jusqu'à arriver à peu près au taux d'hémoglobine des adultes. Donc, à partir de 6 mois, les enfants sont entre 10 et 11. Et c'est en ce moment, en fait, il faut commencer par actionner. Parce qu'il y a un processus physiologique, en fait, qui est très simple. L'allaitement maternel se fait, en fait, de 0 à 6 mois. Elle est exclusive. Mais le processus de l'enfant naît, en fait, avec les globules rouges, en fait, de sa mère, en quelque sorte. Et c'est à partir du 3e mois qu'il commence par produire ses propres globules rouges. Et vous avez, Dr Bassi a dit tout à l'heure que c'est 120 jours. Et donc, du coup, ayant perdu ces globules rouges-là à partir du 4e mois, qu'il commence par produire ses propres globules rouges, ces propres globules vont arriver, en fait, à leur maxi à partir du 6e moit. Et donc, c'est en ce moment-là qu'il faut l'aider dans cette production-là par une bonne nutrition et par une supplémentation en fer. Et quand dit-on que l'enfant est anémié, c'est à partir de quel taux? À partir de quel taux? Déjà inférieur à partir de 10 grammes ou bien même inférieur à 10 grammes, déjà, nous, on commence déjà par se poser des questions. Ce n'est pas une anémie sévère, mais déjà, parce que un enfant, normalement, doit être en moyenne entre 10 et 12 grammes. 12 grammes, c'est tolérable, mais quand il est en dessous de 12, on commence par se dire, ce n'est pas encore une anémie sévère, mais il faut déjà là le supplémenter, parce que ça va très vite chez les enfants. Les adultes, en fait, ont encore de la réserve, mais les enfants, ils ont beaucoup moins de réserve, donc du coup, ça va très vite, parce qu'ils ne mangent pas comme nous. Nous, on mange pour pouvoir supplémenter, en fait, à un besoin nutritionnel, mais manger chez un enfant, ce n'est pas, en fait, un besoin. C'est comme un jeu, ça fait partie du quotidien. Donc manger pour un enfant, ce n'est pas automatique. Il ne va pas manger matin, midi et soir comme un adulte. Donc du coup, il faut jouer sur tous ces paramètres-là, parce que l'enfant, la nutrition fait partie de sa journée, comme jouer, comme s'amuser, comme parler, voilà.
Et donc, du coup, il faudra jouer dessus pour éviter que en fait, l'enfant soit en totale dépression, parce que ça va plus vite que chez les adultes. Donc, moins de 12, c'est inquiétant. Moins de 12, c'est déjà pas inquiétant. Il faut déjà commencer par prendre les mesures. D'accord. Pas inquiétant. Mais à partir moins de 9, là, on commence par se demander ce qui se passe. Et là, par exemple, dans le paludisme, quand on a moins de 7, chez les enfants de plus de 5 ans, on dit que c'est un paludisme grave forme anémique. Mais chez les enfants qui sont beaucoup plus petits, on dit que c'est moins de 5, c'est un paludisme grave forme anémique. D'accord. Il existe combien de types d'anémie, Dr Massy? Merci, madame. Ce qui est important à savoir déjà, c'est que on peut répartir les anémies dans 3 grands groupes. Vous allez avoir certains patients qui vont venir vous voir avec une anémie, mais plus encore, vous allez regarder la taille des globules rouges. La taille des globules rouges sera petite. C'est ce qu'on appelle une anémie microcytaire. Dans ce groupe-là, ce qui prédomine, c'est les carences en fer. Ensuite, vous avez certains patients qui vont venir vous voir avec une anémie, mais cette fois-ci, les globules rouges seront de taille normale. Dans ce groupe, on distingue principalement 3 sous-groupes. Vous avez ceux qui ont perdu abondamment du sang, donc qui ont fait un traumatisme, qui se vident de leur sang, qui ont vomi du sang, qui font des urines avec du sang. Vous avez ceux qui ont cassé les globules rouges de façon beaucoup plus précoce, ce qu'on appelle hémolyse, parfois ils ont un ictère, on en reviendra. Et vous avez chez certaines personnes, c'est carrément la production même au niveau de l'usine qui fabrique les globules rouges qui est bloquée. Et puis vous avez une 3e catégorie, ce sont des patients qui vont venir vous voir avec une anémie, mais cette fois-ci, les globules rouges seront de très grosse taille. Et on parle d'anémie macrocytaire. Dans ce groupe, ce qui prédomine, c'est les carences en vitamine B12, c'est les carences en folate. Et donc, le fait de regrouper les anémies dans différentes catégories, vous comprendrez très bien que si quelqu'un a une anémie, par exemple, avec des globules rouges de petite taille, si vous lui donnez de la foldine, ça ne marchera pas. D'accord. Vice-versa, si l'anémie est de petite taille, si vous donnez de vitamine B12, ça ne marchera pas. Donc c'est très important pour nous de pouvoir sérier les différents types d'anémie. Et c'est en fonction du type que le traitement se fait. Absolument. D'accord. Et quelles sont les causes reconnues pour tous ces types d'anémie? Pour tous ces types d'anémie, en fait, moi je vais parler de façon dans le domaine pédiatrique. Oui. En fait, moi j'ai analysé une chose. Il faut savoir qu'à la base, l'alimentation du peuple africain est à base de glucides. Parce que nous sommes un peuple, en fait, nous sommes issus des parents qui faisaient ce qu'on appelle de la pêche, de la chasse, de la cueillette. Et donc, on avait besoin de force pour pouvoir, en fait, faire ce qu'on faisait au quotidien. Donc, on mangeait beaucoup plus de glucides. Si vous allez dans une maison africaine, vous lui demandez qu'est-ce que vous avez mangé, je vous promets tout qu'on ne vous dira pas que nous avons mangé tel type de poisson, non. Mais par exemple, si vous allez dans un restaurant européen, ou bien vous demandez à un Européen qu'est-ce qu'il a mangé, il va vous dire, j'ai mangé telle protéine accompagnée de telle chose. Parce que là-bas, c'est d'abord la protéine qui est importante, qui vient en première position, avant que ce soit le glucide qui vient. Mais chez nous, dans notre culture, c'est dans tout le contraire. C'est le glucide d'abord. Donc, manger, par exemple, on peut manger 1 tonne de pâtes avec un petit bout de poisson. On est déjà rassasié. Même avec juste son petit piment, ça va. Et donc, dans la tête des mamans, quand l'enfant mange, c'est qu'il a mangé beaucoup de pâtes. Il a mangé beaucoup de riz. Il a mangé beaucoup de couscous. Il a mangé beaucoup de pommes de terre. Mais alors que ce n'est pas de la nourriture pour un enfant. Parce que l'enfant, il est en pleine croissance. Il a besoin de beaucoup plus de protéines. Donc, nous avons gardé les habitudes culinaires de nos aïeux. Mais nous n'avons pas compris que quand c'est sédentarisant, il faudrait qu'on commence par apporter beaucoup plus de protéines dans notre alimentation pour pouvoir supplémenter ces besoins carentiels-là. Donc, pour dire que une cause principale est liée à l'alimentation. L'alimentation. La deuxième cause chez les enfants, c'est ce qu'on appelle les anémies hémolytiques, la drépanocytose. Donc ça, il faudrait qu'on lance un grand appel à tous les parents. Je vous en prie, avant de commencer par vous mettre en couple, il faut déjà commencer par faire votre électrophorèse. Parce que ne pas faire son électrophorèse, c'est mettre en péril un enfant demain qui va pouvoir en souffrir. Et je vais en même temps profiter pour dire aux collègues,
Dire qu'un enfant est AS sera ou bien AC ne veut plus forcément dire en fait qu'il ne peut pas faire des syndromes comme les vrais dépensitaires. Des crises comme les autres dépensitaires. Lorsque le taux de S atteint, là c'est très important, il faudrait que certains collègues le sachent, lorsque le taux de S atteint un certain taux dans l'organisme, par exemple à partir de 35%, ces personnes-là, ils font les mêmes pathologies, ils peuvent faire les mêmes pathologies que les personnes qui sont SS ou SC. Et lorsque le taux de C atteint 40% dans l'organisme, il faut savoir que ces enfants-là ou ces personnes-là peuvent faire les mêmes pathologies que les personnes qui sont SC. C'est une parenthèse très importante, Dr Boton, merci. Dr Massy, on revient aux causes. Quelles sont les autres causes connues? Dr Boton a cité les causes liées à l'enfant, les autres causes, oui. Merci, madame. Pour mieux comprendre la cause, il faut comprendre comment les globules rouges sont produits. D'accord. Et habituellement, je donne l'exemple de la fabrication du béton. Quand vous voulez fabriquer du béton, vous avez besoin des ingrédients. D'accord? Les ingrédients pour fabriquer le béton, c'est le ciment, c'est l'eau, c'est le gravillon. Et tout ça? C'est tout ça. Si vous voulez fabriquer les globules rouges, vous avez besoin également d'ingrédients. Les ingrédients, c'est le fer, c'est la vitamine B12, c'est l'acide folique, c'est les protéines, c'est le zinc. Donc si vous n'avez pas les ingrédients, vous n'avez pas de béton. Si vous n'avez pas des ingrédients, vous n'avez pas de globules rouges non plus. Donc les carences nutritionnelles en fer, en vitamine B12, en acide folique, en protéines, en zinc, vont nous conduire à une anémie. Mais ensuite, lorsque vous avez les ingrédients, vous avez la bétonnière, mais à côté de la bétonnière, vous avez un moteur qui fait tourner la bétonnière. C'est la même chose au niveau de l'organisme pour produire les globules rouges. Il y a principalement 3 moteurs qui vont contribuer à la production des globules rouges. C'est le rein, c'est la thyroïde et accessoirement le foie. Donc si éventuellement vous avez un problème sur le rein, sur la thyroïde ou sur le foie, cela peut impacter la production des globules rouges. Donc la production va être bloquée. Et le 3e niveau, c'est l'usine même, c'est-à-dire la bétonnière elle-même. La bétonnière elle-même, elle peut être bloquée. De la même façon dans l'organisme, l'usine qui fabrique les globules rouges, qu'on appelle la moelle osseuse, peut être bloquée et ça va être source d'anémie. Donc voilà les 3 compartiments où il faut aller chercher les causes d'une anémie. D'accord, donc toutes les fois où il y a anémie, ce sont ces 3 éléments-là qui vous permettent de reconnaître quelle est la cause véritable. Absolument. Parce que si on ne connaît pas la cause de l'anémie, on ne peut pas appliquer un traitement convenable pour éradiquer l'anémie. D'accord. Et comment reconnaît-on un enfant qui fait de l'anémie? Au bon vieux temps, les gens disaient qu'il fallait regarder la coloration des yeux. Donc, du coup, les moments quand ils arrivent en consultation, ils disent les yeux sont blancs. Mais maintenant, c'est complètement faux. Et moi, j'ai l'habitude, par exemple, je dis, moi, je connais mon taux d'hémoglobine. En fait, naturellement, en bon militaire, tu dois connaître ton taux d'hémoglobine de base. Et pour celui qui n'est pas militaire? Il faut faire souvent des bilans réguliers chaque année pour voir à peu près la coloration de ta main. Et donc, comme je connais mon taux d'hémoglobine de base, quand je reçois un enfant en consultation, c'est très simple. Je mets sa paume de main à côté de ma paume de main. Et tout de suite, si moi, je connais mon taux d'hémoglobine, je sais s'il est en dessous de moi ou s'il est au même niveau que moi ou un peu plus que moi. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle la coloration palmo-plantaire. C'est-à-dire, c'est la plante des pieds et la paume des mains. Ce n'est plus soulever les conjonctives pour regarder, pour dire, ah, il est blanc ici. Non, il faut maintenant regarder la coloration palmo-plantaire parce que les extrémités, l'hématologue va le confirmer, en fait, les vaisseaux sanguins qui sont ici sont beaucoup plus petits. Et donc, du coup, si ce n'est pas coloré ici, c'est sûr que ce n'est pas, il n'y a pas en grande quantité pour que ça vienne, en fait, au niveau de la paume des mains. D'accord. Voilà. Donc, c'est les premiers signes, c'est la coloration palmo-plantaire. Et il y a des signes qui sont associés tels que la difficulté de respirer. Vous savez, c'est les globules rouges qui transportent l'oxygène. Donc, s'il n'y a pas assez de globules rouges, donc vous ne respirez pas bien. Au bout de combien de temps l'enfant commence par avoir des difficultés? Si vous voyez un enfant qui a des difficultés de commencer par respirer, ça veut dire que son taux d'hémoglobine est assez bas. Ça veut dire en fait que le cœur est en train d'essayer de pomper. Parce que quand on a une difficulté de respirer, ça veut dire que derrière, le cœur bat plus vite. Puisque c'est tout un mécanisme qui se met en place. J'ai besoin d'oxygène. Les poumons disent j'ai besoin d'oxygène. Et on dit, on n'a pas assez de globules rouges. Vous n'avez pas assez de globules rouges, donc je respire 2 fois plus vite pour pouvoir atteindre le taux d'oxygène habituel. Le cœur dit, puisque le poumon respire 2 fois plus vite, il faut que moi je bats un peu plus pour pouvoir essayer d'aider ainsi de suite. Donc tous les mécanismes se mettent en place et vous allez voir au bout d'un certain temps chez les enfants, le nez, puisque je respire plus vite, le nez commence par battre. Donc c'est ce qu'on appelle des
les battements des ailes du nez. Donc le nez commence par battre. Donc l'enfant commence par rechercher de l'oxygène. C'est une façon de dire en fait, ça ne va pas. J'ai besoin. Mon taux d'hémoglobine est en train de baisser et donc je n'ai pas assez d'oxygène. Je ne suis pas bien oxygéné. Donc aidez-moi. Donc ça également pour un parent qui fait attention pourra reconnaître si un enfant fait de l'anémie. Si un parent fait attention et qu'il connaît son taux d'hémoglobine de base, déjà, même quand ils sont tout petits, tu entends ta mesure, tu n'as pas besoin de faire grand-chose. Tu prends derrière la paume de main de ton enfant, tu regardes, tu fais comme ça. Quand les parents viennent en consultation, je leur fais ça. Je dis, madame, donnez-moi votre main. Elle donne sa main, je mets, et puis en termes de blague, je dis, apparemment, c'est vous qui mangez tout dans la maison. Et puis c'est vrai en plus, le plus gros poisson de la maison, c'est pour le parent. C'est pour le papa. Et donc, donc, vous mangez tout dans la maison et l'enfant ne mange pratiquement rien. Donc, pour y remédier, il faut être équilibré chez tout le monde. Docteur Massy, à part les signes présentés par Docteur Botton, est-ce qu'il y a d'autres signes qui permettent de reconnaître quelqu'un, une personne qui fait de l'anémie? Alors, il faut savoir qu'en dehors de la pâleur, qui est le maître symptôme qu'il faut absolument rechercher, il y a que quand l'anémie arrive, on demande à l'organisme de fournir plus d'énergie. Et donc, il y a une fatigabilité qui va s'installer progressivement. À part cette fatigabilité, comme Dr Botton l'a dit tout à l'heure, le cœur va s'emballer, donc le cœur va battre plus vite. Donc, la personne qui n'avait pas l'habitude d'entendre son cœur battre, puisque habituellement, quand on marche, on n'en sent rien, il va commencer par sentir que son cœur bat trop vite, c'est ce qu'on appelle des palpitations. Il va commencer par être essoufflé. Donc quand il marche un tout petit peu, il est fatigué, il est essoufflé, il ne peut pas monter les escaliers de son immeuble si c'est un immeuble à étage, il ne peut pas. Et en dehors de ces signes qui sont directement liés à l'anémie, il y a d'autres signes qui nous renseignent un peu sur probablement d'où vient l'anémie. Lesquels? Je vous donne un exemple. Un patient qui présente ces signes de pâleur, de fatigabilité et qui fait des urines qui sont très foncées, parfois qui tire vers le Coca-Cola, ça fait penser que cette personne est en train de casser les globules rouges, ce qu'on appelle une hémolyse. Un patient qui vient vous voir avec un tableau d'anémie et qui a les yeux qui sont colorés en jaune, ce qu'on appelle communément un ictère, ça donne des signes en faveur d'une hémolyse, une destruction des globules rouges. Donc en dehors des signes qui orientent vers l'anémie directement, il y a d'autres signes qui vont nous orienter un peu par rapport à l'origine de l'anémie. Docteur Botton, on le dit souvent, l'allaitement maternel exclusif permet de protéger l'enfant. Est-ce qu'un enfant qui a allaité durant les 6 mois a des risques encore de faire de l'anémie? Les 6 premiers mois, il n'a pas de risque normalement, à moins qu'il ait une pathologie particulière à la naissance. Par exemple, les enfants qui ont des cardiopathies, le cœur bat plus vite, les globules rouges se détruisent beaucoup plus facilement. Donc, du coup, l'organisme prend toute l'énergie en fait pour pouvoir essayer de faire survivre l'enfant. Donc, du coup, il casse beaucoup plus vite les globules rouges. Ou bien, un enfant qui a fait un saignement important à la naissance, et donc, du coup, il a détruit beaucoup de globules rouges, si bien que sa réserve initiale était très basse. Et donc, du coup, il a le temps qu'il arrive, on est obligé de l'aider. Sinon, il ne va pas atteindre les 6 mois avant qu'il ne commence pas à faire le décrescendo. Et un enfant aussi qui fait ce qu'on appelle une infection materno-fœtale, c'est-à-dire en sortant du ventre de sa mère, il chope une infection. Ça arrive. Et donc, quand il chope une infection, tout ce qu'on appelle microbes qui rentrent dans l'organisme, première chose, c'est que ça casse les globules rouges. Et donc, peu de globules rouges, peu de réserves, et c'est le même processus. Mais sinon, un enfant qui est né sain, bien portant, avec une maman qui mange équilibrée et qui n'a aucune pathologie particulière, s'il est bien allaité, de 0 à 6 mois, il a peu de chances de faire une anémie. Une maman qui a pris du fer régulièrement. Oui, pendant la grossesse. Ouais. Ça, c'est très important. Parce qu'il faut savoir, en fait, que la grossesse, en fait, j'ai l'habitude de dire, de schématiser en disant, la grossesse, c'est une anomalie qui se retrouve dans le ventre d'une femme. Oui, parce qu'en fait, l'enfant qui est là n'est ni la maman, ni elle-même. Ni la maman, ni le papa. Oui. C'est un ensemble du mélange. Par exemple, si vous chopez une maladie grave, ce n'est pas sûr qu'on puisse vous donner les cellules de votre mari. Ce n'est pas non plus sûr que vous puissiez donner vos cellules à votre mari. Mais les cellules souches de votre enfant peuvent vous soigner vous deux. Donc en fait, l'enfant, c'est une pathologie qui est dans le ventre de la femme. Et pour pouvoir supporter cette grossesse, la femme se met en ce qu'on appelle un tout le corps se met en métabolisme pour pouvoir apporter
quelque chose à l'enfant. Et donc, du coup, le taux d'hémoglobine, naturellement, d'une femme enceinte commence par baisser. Et comme l'enfant, lui, que tu aies mangé ou que tu n'aies pas mangé, lui doit survivre, en fait, dans ton corps. C'est lui qui pompe tout. Et donc, il faut que la maman soit supplémentée en fer pour pouvoir essayer pour pouvoir continuer de nourrir cet enfant pour qu'il reste vivant jusqu'à la sortie. Voilà. Qu'en est-il du clampage tardif du cordon? Il paraît que ça aide les enfants oui, le clampage tardif, en fait, c'est lorsque l'enfant sort du ventre de sa mère, vous savez, c'est le cordon, comme j'ai dit tout à l'heure, qui nourrit en fait l'enfant. Il est en train de nourrir l'enfant. Si vous coupez trop tôt, donc c'est comme si les derniers moments, parce que la maman est en train de pousser, donc le sang, il y a un gros afflux de sang qui quitte la mère, qui va chez l'enfant. Parce que c'est comme un réflexe. L'organisme se rend compte, en fait, l'enfant est en train de vouloir sortir. Donc il faut que je lui apporte il faut que je lui mette une grosse réserve. Vous voyez? Et donc en apportant cette grosse réserve-là, si vous coupez très tôt, ça veut dire en fait que vous coupez la réserve que la mère, par réflexe, en fait, l'organisme, la mère de l'organisme, l'organisme de la mère plutôt veut donner à l'enfant. Donc vous coupez très tôt. Donc quand vous coupez tardivement, la mère a le temps de faire une bonne réserve à l'enfant avant que vous ne clampez. Et de cette réserve-là, l'enfant va progressivement, en fonction de la nature, la détruire et commencer par arriver lui-même à cela. Donc le plus important, c'est à partir de 6 mois, c'est d'avoir une bonne réserve. Vous avez vu tous les processus qui vont détruire cette réserve-là à la base vont en fait être mauvais pour l'enfant plus tard. D'accord. Voilà. Quels sont les examens nécessaires en cas d'anémie, docteur Massy? Bien, merci. Ce qui est important à savoir, c'est que la définition de l'anémie est une définition biologique. C'est-à-dire que lorsque nous avons des signes qui nous orientent vers une anémie, il faut pouvoir confirmer cette anémie-là. Et il faut faire un examen simple, disponible partout, qui ne coûte pas cher, qu'on appelle hémogramme ou NFS. Cet examen-là est très important pour nous parce que, ça permet de confirmer effectivement que le taux d'hémoglobine est bas, mais secondo, ça nous permet de caractériser l'anémie, de pouvoir classer le patient dans un des 3 groupes dont j'ai parlé dans l'introduction. Et là, je profite pour lancer un cri d'appel spécialement vers les professionnels de la santé. Oui, allez-y. Lorsque vous réalisez le taux d'hémoglobine seul, le réactif que la machine utilise, c'est la même quantité lorsque vous faites un hémogramme complet. Donc, en demandant taux d'hémoglobine simple, vous ne faites pas d'économie pour le laboratoire et vous nous privez des informations utiles pour caractériser l'anémie. Alors, demandez tout simplement un hémogramme, une NFS, une fois de bon. Comme ça, on a toutes les caractéristiques, on classe bien le patient, on cherche bien les causes et on traite une fois de bon. C'est le même examen chez l'enfant que chez l'adulte? C'est le même examen chez l'enfant que chez l'adulte. D'accord. Dans le reportage, Dr Bouillon l'a souligné, les périodes de paludisme sont des moments critiques pour les enfants. Est-ce qu'il y a d'autres moments où les enfants ont de plus en plus de risques d'anémie? En fait, c'est pas seulement les moments du paludisme. Les moments du paludisme, parce qu'en fait, les trophozoïdes, ils ont la très bonne, fâcheuse idée, quand ils rentrent dans l'organisme, d'aller se loger dans les globules rouges. En fait, ils se nourrissent des globules rouges. C'est pourquoi, à chaque fois que les globules rouges se cassent, on frictionne. Voilà. Donc, toutes les infections des enfants qui sont capables de pouvoir détruire les globules rouges aussi bien que le paludisme, parce que nous sommes en temps de pluie, c'est pour ça. Parce que nous, par exemple, en tant que pédiatre, dès qu'on voit les pluies arriver, on sait qu'on va commencer par avoir de la catastrophe. Beaucoup de demandes en matière de paludisme. Donc, du coup, quand la période arrive, on sait que ça va aller en crescendo. Et donc, du coup, toutes les infections, même les infections parasitaires, c'est pour ça qu'on a dit, le déparasitage, je fais la leçon souvent au moment, le déparasitage est systématique de tous les 3 mois, à partir de l'âge de 9 mois, même chez les adultes. Même chez les adultes. Parce que souvent, c'est les adultes qui ramènent le parasite à la maison. Donc, du coup, le déparasitage, il est systématique tous les 3 mois, chez tout le monde, même chez les adultes. Il faut que les gens... Parce que même les parasitoses digestifs sont capables de pouvoir entraîner des anémies. Et je vais compléter tout à l'heure par rapport au bilan. Oui. Et pour faire les anémies, ce n'est pas un bilan des anémies, c'est l'hémogramme, c'est vrai. Mais il faut savoir que pour pouvoir corriger une anémie, il faut qu'on fasse un groupe sanguin. Donc, je vais demander aussi aux collègues qui travaillent dans les laboratoires, à partir de 6 mois, quand on vous envoie les mamans pour dire
faites-le le groupage. Parce que moi, sincèrement, ça m'horrifie. C'est que j'ai envie de... Je sais pas, les cheveux me poussent sur la tête alors que j'ai pas beaucoup de cheveux. Quand je vois un enfant qui a plus de 6 mois et qui n'a pas de groupe sanguin, quoi. Parce que si, en période de paludisme, il me fait une anémie, je le transfuse comment? C'est pas en urgence, là, je vais commencer par dire, faut courir faire un groupe sanguin, courir faire ceci. Donc, il faudrait que les gens soient dans cette dynamique-là. 6 mois, on fait le groupage de tous les enfants, systématiquement. Parce que le docteur Massi me l'a confirmé, à partir de 6 mois, le groupage, il est fiable. Donc, quand on demande aux mamans d'aller dans les centres de santé pour dire « faites-nous le groupage à 6 mois », il y a certains techniciens qui ont la vilaine habitude de dire « non, l'enfant n'a que 6 mois, revenez plus tard ». Mais entre 6 et 9 mois, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Surtout que c'est la période où l'enfant commence la diversification. Et donc, les carences nutritionnelles vont s'installer très vite, surtout si la maman n'est pas aguerrie pour pouvoir nourrir l'enfant. Donc, aidez-nous à vraiment faire le groupage pour que nous puissions avoir toutes les armes en main pour prendre les mesures nécessaires si une anémie s'impose et s'installe. Votre cri de cœur est attendu. Docteur Massi, on ne l'a pas dit en début d'émission, on a rappelé ici que chez les nourrissons, c'est beaucoup plus fréquent, chez les femmes enceintes également. Est-ce que chez les personnes qui ne sont pas dans cette catégorie-là, il y a également de risques et de forte présence d'anémie? Alors, je voudrais repréciser encore sur cette tranche-là. Oui. La dernière enquête démographique de santé au Bénin, 2018, 2 enfants sur 3 à l'état basal qui ne sont pas malades sont anémiés. Qui ne sont pas malades. Qui ne sont pas malades. 2 sur 3 anémiés. Chez les femmes, 5 femmes. Si vous prenez 5 femmes, 3 sont anémiées. Ça, c'est l'état basal. Parce que nous avons ces catégories de population qui constituent effectivement pour nous un gros souci. Et un clin d'œil chez les femmes enceintes, par exemple, les sages-femmes, les gynécologues ont l'habitude de mettre la supplémentation. Mais nous avons constaté que les femmes ont cette fâcheuse tendance de prendre tout le long de leur grossesse du clavar, qui est un puissant destructeur du fer. Alors, lorsque vous prenez le risque de prendre du clavar durant toute votre grossesse, vous-même, vous vous exposez à une anémie. Vous exposez votre bébé à une anémie. Et à la naissance, si vous saignez un tout petit peu, je vais vous donner un exemple. Si une femme vient en accouchement avec 11 grammes d'hémoglobine, elle saigne un peu, elle perd 4 points. C'est pas grave, elle est à 7 points, on peut gérer encore. Mais vous venez à l'accouchement avec 5 d'hémoglobine, 6 d'hémoglobine. Vous venez, vous perdez du sang, vous perdez 4 points, on se retrouve facilement à 2 à 3 d'hémoglobine. Et la catastrophe arrive très vite. Donc, je voudrais lancer un cri d'appel vers nos mamans. Le clavar n'apporte absolument rien de bon en période de grossesse. C'est le kaolin. C'est le kaolin, voilà. C'est le kaolin que nos mamans prennent tout le temps. Il faut vraiment éviter d'en prendre et suivre rigoureusement les conseils qui sont donnés par les sages-femmes et les gynécologues. Donc, prendre du kaolin et du fer à la fois, c'est-à-dire que vous ne prenez rien du tout au final. Absolument, exactement. D'accord. C'est une question, c'est une problématique sur laquelle docteur Botton également insiste beaucoup. Oui, le fer. En fait, du fer, oui. La prise du fer, vraiment, c'est un gros problème de santé. Parce qu'en fait, nous avons 2 problèmes en Afrique. Le gros problème, c'est, comme l'a dit le docteur Massi, c'est le problème de nutrition. On ne mange pas assez de protéines. L'Africain n'aime pas les protéines. On ne mange pas assez de fruits. L'Africain ne mange pas de fruits. Et donc, du coup, à la base de ces 2 problèmes, justement, et je rejoins le docteur Massi, on a justement cette tranche d'âge-là de personnes, puisque les femmes, en fait, elles saignent chaque mois. Donc, du coup, c'est normal que elles soient... Voilà, qu'elles soient naturellement... vous avez vu tout à l'heure, on dit, sur 5 femmes, on a 3 qui sont... Sur 3 enfants, on a 60% des enfants déjà à la base qui ont déjà une anémie basale naturelle. Donc, ça veut dire qu'il faudrait qu'on insiste sur la supplémentation, en fait. Mais c'est clair, ça, c'est une leçon que je fais aux mamans à partir de 6 mois. La supplémentation en fer, il est systématiquement obligatoire de 6 mois jusqu'à l'âge de 5 ans. C'est non-stop. De 6 mois jusqu'à l'âge de 5 ans. Parce que quand je dis de 6 mois à 5 ans, les mamans, elles ouvrent les yeux comme des canards ou bien comme des... Je ne sais pas. Genre, elles sont surprises. Ah bon? J'ai dit oui. De 6 mois à 5 ans, non-stop. On ne fait que de pause lorsqu'il y a 2 conditions. Lorsque l'enfant fait une diarrhée, vous faites une pause, vous traitez la cause de la diarrhée, vous continuez votre supplémentation en fait dès que tout va bien. Lorsque l'enfant fait la fièvre, vous faites la pause.
parce que pendant la période fébrile, ça ne sert à rien le fer. Le fer ne sera pas utilisé. Donc, vous faites la pause, vous traitez pourquoi l'enfant est en train de faire la fièvre et après, vous reprenez. Vous avez vu, parce que l'enfant, en fait, il est dans une période où il va faire beaucoup d'infections. Et donc, il va faire aussi beaucoup de périodes diarrhéiques puisqu'il va être en contact avec beaucoup de microbes. Tout ce qui rentre par la bouche finit toujours par sortir par le bas. Et donc, du coup, vous aurez beaucoup de pauses. Ne vous inquiétez pas. Mais il faut que la supplémentation soit systématiquement obligatoire de 6 mois, même si un enfant sain, jusqu'à l'âge de 5 ans, non-stop. Et on augmente la quantité de fer en fonction du poids de l'enfant, jusqu'à ce qu'il arrive à 5 ans. À partir de 5 ans, en fait, l'enfant va à l'école. Donc, il a déjà une certaine autonomisation en matière de nutrition. Donc, il peut facilement choisir les nourritures qui puissent lui permettre de pouvoir, en fait, tenir un taux d'hémoglobine assez conséquent. C'est pour ça qu'on a dit que c'est obligatoire de 6 mois à 5 ans. Il faudrait que les gens gardent ça dans leur tête. Le problème avec le fer également, c'est qu'il y a des parents qui disent que l'enfant refuse de prendre à cause du goût. Et puis, dès que tout va bien, à un moment donné, on se dit, est-ce qu'il n'en a pas pris assez déjà pour qu'on continue? D'abord, tu es une maman, si pendant toi-même, toute ta grossesse-là, tu sautais le fer, l'enfant ne va pas prendre l'habitude de savoir quel goût le fer a pour pouvoir lui-même s'habituer. Ça fait d'abord Je dis au moment là, c'est ce que tu manges pendant la grossesse et pendant l'allaitement, c'est ce que l'enfant aussi va prendre quand il sera beaucoup plus grand. Et normalement, si j'ai bonne mémoire, en gynéco, la supplémentation en fait des femmes enceintes continue même pendant les 3 premiers mois où elles sont en train d'allaiter, si j'ai bonne mémoire. Absolument. Voilà. Et donc, du coup, si tu prends toi-même bien le fer, tu vas voir que naturellement, ton enfant va prendre du fer. Ça va d'abord De 2, pour donner en fait un médicament à un enfant. Les enfants ont toujours eu des caprices de prendre des médicaments. Il y a toujours des petites astuces. Et il y a des fers qui ont bon goût. Donc, il faut trouver les petites astuces pour pouvoir en fait que l'enfant puisse en fait prendre son fer le matin avant même de se brosser. Si vous mettez en place un rituel depuis l'âge de 6 mois, l'enfant sait que ce rituel-là, depuis l'âge de 6 mois, voilà comment. Mais vous allez voir naturellement à partir de l'âge de 1 an, 2 ans, où il est autonome. Maman, où se trouve mon sirop noir là? Donne-moi mon sirop noir, je vais prendre mon sirop noir avant de... Voilà. Donc, c'est tout un... Faut pas... les gens prennent les enfants comme si c'était en fait des machines. Non, il faut utiliser toutes les subtilités. Sinon, aucun enfant à la base n'aime prendre des médicaments. Même nous, les adultes, prendre un médicament, parfois on est obligé de nous poursuivre dans toute la maison. Voilà, donc c'est tout un ensemble de subtilités pour que l'enfant puisse pouvoir être amené à prendre ce fer-là. Docteur Massy, on a beaucoup parlé de fer déjà. À quoi sert concrètement le fer? Il faut le rappeler. Je vais le rappeler tout simplement, comme je l'ai dit, pour produire les globules rouges, vous avez besoin d'ingrédients. Et l'un des ingrédients principaux dont vous avez besoin, c'est le fer. Mais ce n'est pas seulement le fer. C'est le fer, c'est la vitamine B12, c'est l'acide folique, c'est le zinc, c'est la protéine. Et donc, le fait que le fer manque va entraver la production de l'hémoglobine, donc la production des globules rouges. Et c'est pour cela qu'il faut, surtout dans la tranche d'âge pédiatrique, on est obligé de forcer d'avoir une supplémentation en fer pour que les réserves en fer chez l'enfant soient vraiment conséquentes pour qu'on ne se retrouve pas avec une anémie. Mais il ne faut pas oublier également non plus qu'il y a différentes pathologies chez l'adulte qui vont amener vers une carence en fer. Et cette fois-ci, ce n'est pas une carence d'apport, mais c'est une carence liée aux pertes chroniques excessives. Je vous donne quelques exemples. Vous avez par exemple un ulcère gastro-duodénal, un ulcère simple. Vous saignez pratiquement tous les jours à l'intérieur du tube digestif. Vous ne savez pas. Mais vous saignez. Et quand vous saignez, vous perdez le fer. Et si on ne fait rien pour arrêter ce saignement, c'est-à-dire si on ne diagnostique pas tôt cet ulcère et qu'on mette correctement le traitement, vous allez vous retrouver après avec une anémie. Je vous donne un deuxième exemple chez la femme. Une femme a des myomes ou a des kystes. Elle va saigner beaucoup plus qu'il n'en faut chaque mois. C'est-à-dire, au lieu de saigner 3-4 jours comme tout le monde, elle va saigner pendant 10 jours, 15 jours. Parfois, il y a certaines femmes qui viennent vous dire « j'ai saigné ». Et puis 2 semaines plus tard, j'ai ressaigné des ménométrorragies. Elle perd une grande quantité de fer. Et si on ne corrige pas à la base le problème gynécologique, elle va se retrouver dans une carence et elle va finir par faire une anémie. Quels sont les besoins en fer de l'individu? Habituellement,
de façon journalière, vous avez normalement l'alimentation qui vous apporte environ 5-10 mg de fer. Et c'est largement suffisant. C'est largement suffisant tant qu'il y a cet équilibre-là. Tant que les apports sont bien réglés, il n'y a pas de souci. Le déficit va arriver lorsqu'il y aura un déséquilibre entre les apports et les pertes. Et surtout chez l'adulte, c'est les pertes qui prédominent. Chez les enfants, c'est les apports qui manquent. Mais chez les adultes, c'est surtout les pertes qui vont être responsables de la carence en fer. Par exemple, je vous donne un autre exemple chez l'homme. Oui. Vous avez des hémorroïdes, par exemple. Vous saignez. Vous saignez dans le tube digestif, vous perdez le fer. Si on ne fait rien, vous allez faire une anémie. Les parasitoses, comme le docteur Bouton l'a dit, les parasitoses sanguicoles qui sont dans le tube digestif, vous saignez. Et vous allez finir par faire une anémie carencielle comme tout le monde. Donc le déparasitage, il est systématique pour tout le monde. C'est bien de prendre du fer, mais est-ce qu'un trop de fer n'est pas dangereux? Alors, on ne prend pas de fer lorsqu'on n'a pas besoin de fer. Voilà, il faut être vraiment précis sur cette question. Parce que, généralement, les gens viennent me voir en consultation, même quand ils étaient en médecin généraliste, ils me disent docteur, il ne faut pas arrêter l'ordonnance. Il faut me compléter quelques boîtes de fer parce que je souffre d'une anémie chronique. La première chose, c'est ceci. Il n'y a pas d'anémie chronique. Une anémie, quand elle arrive, on fait le bon diagnostic, on trouve la cause, on traite et ça s'arrête là. Et donc, l'anémie par carence martiale, c'est-à-dire que l'anémie liée au manque de fer est un type d'anémie. Il faut savoir que quand on dit anémie, il y a à peu près 200 causes derrière. Donc vous n'avez qu'un. Donc la carence martiale, il faut pouvoir la prouver. Il y a un autre examen, c'est pour ça que quand vous venez, on fait la NFS, ça nous permet de typer l'anémie. Si vous êtes dans le groupe où les globules rouges sont tout petits, on va vous compléter un autre examen qu'on appelle la ferritinémie, qui mesure l'état des réserves en fer dans l'organisme. Et c'est et seulement si vous avez les réserves qui sont épuisées qu'on va vous mettre le traitement pour le fer. J'ajoute, parce que souvent quand on prescrit le fer, les patients veulent le prendre en 2 jours, 3 jours, et ils pensent que l'anémie est terminée. Non, le traitement d'une carence martiale vraie, il faut prendre le fer correctement, à bonne dose, pendant 4 à 6 mois, pour pouvoir corriger l'anémie et reconstituer correctement les réserves. Sinon, c'est du travail fait à moitié. Docteur, je voudrais revenir sur vos propos parce que c'est important de préciser. Je connais des cas. Il y a des personnes qui souffrent d'anémie, très souvent d'anémie, et qui prennent le fer tout le temps. C'est une très mauvaise habitude. Et il faut savoir que, pas plus tard qu'hier soir, j'ai reçu un patient qui a déjà fait 3 mois de traitement de fer. Son anémie n'avait absolument aucun rapport avec le fer. Et quand on a fait la ferritinémie, il s'est retrouvé avec un taux de ferritinémie à 4000, alors qu'il devait être au maximum à 200. Et donc, il ne faut pas oublier non plus que l'excès de fer dans l'organisme est nuisible et toxique, et très difficile à traiter. Donc, il n'y a pas d'anémie chronique. Ça, c'est important de le savoir aussi. Je dis à la rigueur, ceux qui sont autorisés à dire j'ai une anémie chronique, c'est peut-être les drépanocytaires. Voilà. Ils sont nés avec une anémie, ils ont un taux assez stable, 6-7 d'hémoglobine, ça ne dérange pas, on gère tout le long de leur vie. Mais les autres qui n'ont pas de pathologie particulière, une anémie, quand ça arrive, il faut chercher la cause et il faut traiter la cause. C'est vraiment pas la peine de prendre le fer à tort et à travers. J'ai autre chose à dire. Il y a les moments, docteur Bouton l'a dit tout à l'heure, il y a des moments quand ils arrivent à la pharmacie. Ça, j'attire depuis 3 ans. J'attire l'attention de nos pharmaciens. Quand l'enfant fait une fièvre, au lieu d'aller voir le pédiatre, la maman va directement à la pharmacie. Elle dit, donne-moi quelque chose pour la fièvre. Donne-moi un truc pour le palu. Donnez-moi un antibiotique. Et surtout le fer. N'oubliez pas d'ajouter le fer. Voilà. Maman, tu n'es pas médecin. Pardon. Va voir le pédiatre. Il va voir l'enfant. Il te dira si ton enfant a vraiment besoin du fer ou pas. On a commencé par parler de traitement de l'anémie en insistant sur le fer. Docteur Bouton, est-ce qu'il y a d'autres traitements quand on souffre d'anémie, notamment chez les enfants? Chez les enfants, c'est la nutrition. Et la nutrition, c'est qu'il faut que... Parce que, comme l'a dit le docteur Bassi, quand on a du fer, il faut ajouter aussi des protéines. Parce que c'est la nutrition, on retrouve dans la nutrition le zinc et les protéines. Alors donc, si la nutrition n'est pas bonne, on a tous les problèmes. Et souvent, j'ai la petite blague, je dis souvent, l'enfant de la vendeuse de haricots mange mieux que l'enfant du Votre ministre. Blague préférée, oui. Ah oui, l'enfant de la vendeuse du haricot mange mieux que l'enfant du ministre. Parce que la vendeuse du haricot n'a que du haricot à donner à son enfant.
Mais le ministre, il est tellement riche qu'il donne du hamburger, du shawarma, du ceci, mais pourtant, il n'y a rien dedans. Il n'y a que des glucides. C'est une caricature, hein? C'est une caricature, oui. C'est une caricature, oui. Donc, du coup, il faut que l'alimentation de l'enfant soit riche en protéines. Riche en protéines, en fait, c'est les haricots sous toutes les formes. Les haricots sous toutes les formes. Il faut donner... On a plein de choses en Afrique qui sont riches en protéines. Hein. On a les petits poissons séchés, qui sont très riches en fer. Les petits poissons qu'on appelle de heavy, les petits poissons qu'on se fait en séché, qui sont très riches. On a les jaunes d'œufs, surtout les jaunes d'œufs de caille, qui apportent assez de protéines. Et puis on a les fruits et légumes. On a tellement de fruits en Afrique qu'on n'en consomme pas. Je suis surpris. C'est-à-dire, c'est les Européens qui consomment nos fruits et nous, on ne consomme pas les fruits alors que nous avons des fruits à foison moins chers. Dans nos maisons. Donc, si vous faites une bonne alimentation riche en protéines, vous faites une bonne nutrition et que l'enfant est bien supplémenté en fer pendant les 5 premières années, à partir du 6e mois, pendant les 5 premières années, je vous promets tout que vous n'aurez pas de problème. Il paraît que le thé empêche l'absorption du fer. Oui, alors lorsque vous êtes suivi pour une anémie et qu'on a fait la preuve que c'est le manque de fer qui est responsable de cette anémie et qu'on vous met un traitement à base de fer, il faut éviter de prendre tout ce qui a des résidus tannins, notamment le thé, qui empêche l'absorption du fer. Et de la même façon, il faut associer à la prise de fer de la vitamine C qui, par contre, facilite l'absorption du fer et permet à ce que le traitement soit beaucoup plus propice. Pour une personne qui est anémiée, quelles sont les conséquences que cela pourrait avoir sur sa santé? D'accord. Première chose, je vais prendre encore l'exemple des femmes enceintes. Une femme enceinte qui a une anémie expose son enfant. Elle va donner du travail à Dr Botton plus tard. Ça, c'est la première chose. Et comme il aime les enfants? Oui, mais il vaut mieux l'aider à ne pas avoir des difficultés à gérer. La maman qui a une anémie, qui est enceinte, et là, il ne faut pas oublier également qu'en matière de grossesse, il faut programmer les grossesses. Les grossesses trop rapprochées, les grossesses trop multiples vont également être une source d'anémie. Donc, il faut vraiment que nos mamans sachent qu'il faut programmer les grossesses, il faut pouvoir les espacer correctement. Elle s'expose elle-même, parce que si elle vient en accouchement avec un taux d'hémoglobine bas, rapidement on a des difficultés après pour la sortie d'affaires. Et puis pour tout le monde en général, une anémie, ça va avoir des répercussions sur toutes vos fonctions supérieures, donc vous avez des difficultés de concentration, vous êtes moins productif au travail, ça va impacter sur l'économie. Donc c'est vraiment un problème de santé publique, mais c'est carrément un problème de développement en fait. Parce que quand vous avez un enfant qui est anémié tout le temps, Dr Botton va le confirmer peut-être tout à l'heure, qui est anémié tout le temps, à l'école, il ne va pas être productif. Après, il aura des difficultés pour pouvoir passer ses examens. S'il n'arrive pas à franchir un certain nombre de pas, après, dans la société, c'est difficile à manager. Donc, c'est vraiment un problème de santé, mais c'est aussi un problème de développement. Et c'est pour ça que nous devons tous nous battre pour que, dès la base, le problème d'anémie soit vraiment réglé. Docteur Botton, les conséquences sur vos trésors? Alors, les conséquences de l'anémie, en fait, je vais d'abord rebondir sur une chose. Il faut donner aussi du fer aux enfants le matin à jeun. Lorsque le tube digestif est déjà rempli de nourriture, si vous mettez du fer, en fait, vaut mieux en fait le jeter. Ça ne sert à rien parce que le tube digestif qui est en pleine digestion ne peut pas digérer du fer, c'est difficile. Voilà. Les conséquences, en fait, c'est très simple à comprendre. Oui. Il faut comprendre, en fait, en général, que le cerveau, c'est ce qu'on appelle l'organe noble. Dès qu'il y a un besoin quelque part, lui se sacrifie pour pouvoir... Je vous ai donné la dernière fois l'exemple, c'est-à-dire que si, par exemple, il y a du manque de sang quelque part, naturellement, le cerveau diminue la quantité de sang qu'il a et il va nourrir l'endroit. Quand vous finissez de manger, le cerveau diminue la quantité de sang dont il a besoin et l'amène en fait au niveau de l'estomac. C'est pour ça qu'on dort. Donc si par exemple vous manquez de fer, naturellement, les zones qui sont beaucoup plus à risque de pouvoir avoir des problèmes, le cerveau va se sacrifier. Il va diminuer la quantité de sang et il va envoyer du sang dans ces zones-là. Mais donc cet enfant-là, vous ne pouvez pas lui demander d'être concentré à l'école parce que son cerveau se sacrifie. Donc vous ne pouvez pas demander à un cerveau qui s'est sacrifié de commencer par retenir des leçons. Il va moins bien retenir que les autres. Voilà. Et donc cet enfant sera moins productif. Donc demain, il deviendra en fait, en général, il deviendra un problème de la société. Voilà.
La deuxième conséquence, les enfants qui sont anémiques, en fait, tombent beaucoup plus malades. Donc, ça veut dire que c'est un enfant qui est beaucoup plus maladif. Et s'il est beaucoup plus maladif, ça veut dire que ses parents seront beaucoup moins absents et moins présents au boulot. Donc, c'est une maman qui est tout le temps en train d'aller à l'hôpital, alors qu'avec les gestes simples, elle sera beaucoup plus productive tout le pays. Donc, vous avez vu, en matière d'anémie, vous vous imaginez, on met en péril le travail présent d'une maman et on met en péril le fonctionnement futur de la nation. Donc, c'est toute la nation, en fait, qui est en péril juste pour un problème de nutrition qu'on aurait pu éviter. Voilà, parce qu'une maman qui a son enfant malade, elle ne va pas être productive au boulot. Et de plus, cet enfant qui est souvent malade, demain, il ne va pas pouvoir avoir une bonne mémoire parce qu'il manque de... Voilà. Donc, c'est tout un cercle vicieux qu'il faut essayer de casser pour pouvoir avancer dans la société. Docteur Massy, on sait que chez les adultes, pour diverses raisons, on a des régimes. Qu'en fait, très souvent, on a également, on choisit un régime de vie, par exemple, ceux qui ne mangent pas de la viande, ceux qui ne mangent pas des œufs, parce que on veut, voilà, les végétariens, les végétaliens. Est-ce que ces régimes-là ne sont pas source d'anémie? Merci, madame. Je vais vous raconter une anecdote. Je me suis retrouvé en psychiatrie pour un patient qui s'est fait hospitaliser tranquillement en psychiatrie. Parce que délire, propos incohérents, difficulté de marche, crampes musculaires, il a atterri aux urgences, il était tellement agité que l'interne qui est là, il tirait son psychiatre. Et je ne sais pas par quel miracle, parce qu'habituellement, ce n'est pas fréquent, le médecin qui est en psychiatrie fait un hémogramme et constate que le patient est à 4 d'hémoglobine. Et donc, on m'appelle, j'arrive en psychiatrie. Ça fait rigoler quand je raconte ça aux étudiants. Ils me disent, mais qu'est-ce que tu viens chercher en psychiatrie? Je viens voir un patient qui a 4 d'hémoglobine. Quand je regarde l'hémogramme, ces globules rouges étaient tellement gros. C'est ce qu'on appelle une anémie macrocytaire. Je pose 2 questions. Monsieur, qu'est-ce que vous mangez? Je suis végétarien strict. Il ne mange pas du tout de viande. Et donc, il faisait une carence en vitamine B12, qui est connue pour être une forme d'anémie dans laquelle on a également des manifestations psychiatriques. En fait, il fallait juste lui donner de la vitamine B12. On lui en a donné pendant 7 jours. Et tous les symptômes ont régressé. Il n'y avait aucun problème de psychiatrie. Il y avait juste un problème de vitamine B12. C'est pour dire quoi? C'est juste pour dire que notre alimentation doit être équilibrée. Parce que si nous ne prenons pas les différents micronutriments dont nous avons besoin pour fabriquer les globules rouges, forcément la production des globules rouges sera bloquée et on va se retrouver avec des complications auxquelles on ne s'attend même pas. Donc c'est important, on revient sur la question de l'alimentation. On va parler maintenant d'un sujet que Dr Boton aime bien, les pratiques traditionnelles. En cas d'anémie, on sait qu'on a pour habitude de prendre des produits qu'on a déjà chez nous. Entre autres, je cite comme ça, je sais que vous en connaissez beaucoup, les fleurs d'hibiscus, le lait avec des boissons mélangées. Est-ce que véritablement ça aide à quelque chose? D'abord, je vais rebondir sur... le docteur Bassi a parlé tout à l'heure de manque... Non, chez les végétaliens. Oui. En fait, nous avons un problème en Afrique. On aime copier le blanc, mais on ne fait pas complètement ce que le blanc fait. Quand on veut être végétalien ou végétarien, en fait, il y a des compléments qu'on donne en matière de médicaments pour pouvoir faire son régime végétarien. Donc, chers frères africains, quand vous voulez être végétarien, là, allez-y voir un médecin, je suis végétarien. Du coup, on va vous faire ces compléments-là pour que vous ne soyez pas en carence comme le patient du docteur Bassi. Alors, j'ai eu la très grande surprise de faire certaines tournées. Et quand je me suis rendu compte, première consultation, les mamans viennent à l'hôpital, je vois l'enfant est pâle, je dis, mais vous ne lui donnez pas de fer? Non, mais qu'est-ce que vous lui donnez? Et je donne Malta tonique avec tomate en boîte. Je dis, mais attends, ou bien j'ai raté quelque chose dans mes cours de médecine. Donc rapidement, je cours, allez, je clique, je regarde, pareil, je me dis, ah, peut-être que c'est elle qui a raison. Je clique, je regarde, tomate en boîte. Je ne vois pas la relation avec l'anémie. Je continue, Malta tonique. Je dis, ah, mais quelle est la relation? Je fais pause. Je me suis dit, non, c'est certainement une maman isolée qui m'avait dit un truc pareil. Je fais une inspection une fois pour le compte du ministère dans un village. Je tombe, on est en train de faire une évaluation et
une maman me dit, ah, mon enfant est décédé parce que on avait la tomate en boîte, mais on n'a pas réussi à acheter le lait pic. J'ai dit, ah, là, ça devient un problème sérieux. J'ai dit, et le lait pic a servi à quoi? Le tradithérapeute a dit que si on arrive à mélanger le lait pic avec la tomate en boîte, que tout de suite, l'anémie allait se corriger dans les minutes qui suivent. Et il faut préciser qu'on utilise beaucoup d'autres laits, que le lait pic n'est pas en fait le lait incriminé. D'accord. Pas donc, la marque. oui, donc du lait, en fait. Oui. Donc, excusez-moi. Voilà, donc, c'est du lait, il mélange du lait avec la tomate en boîte. Je dis, tiens. Donc ça veut dire que ce problème est sérieux. Et je reviens à Cotonou, en pleine consultation. Maman me dit, docteur, vous ne connaissez rien. On prend plutôt du coca mélangé avec de la tomate en boîte. J'ai dit, mais Seigneur Jésus, où est-ce que je me retrouve? Et là, je me rends compte en fait que dans la culture, il y a beaucoup de pratiques. Les gens en fait ont l'impression que quand on voit la tomate en boîte comme c'est rouge, automatiquement, lorsqu'on le mélange avec une mixture, on arrive à obtenir... Mais non, je vous en prie, les mamans, c'est faux. La tomate en boîte mélangée avec du lait pic, ou bien avec n'importe quel type de lait, ou bien avec du coca, ou bien avec du maltate, ça ne corrige aucune anémie, je vous en prie. Il y a peut-être des plantes en Afrique qui, en fait, contiennent des substances. Ça, je ne peux pas dire parce que je sais que les herboristes sont très forts dans ce domaine. Certaines plantes, mais il faut les donner à petite dose. Je suis sûr que ces plantes-là doivent contenir, en fait, assez de fer. Comme on fait de façon médicale, la supplémentation, en fait, qui, à petite dose, vont pouvoir aider l'enfant. Mais cette histoire de croire que de mélanger de la tomate en boîte avec un certain type de lait ou avec du maltatonique ou un coca va pouvoir corriger l'anémie de façon magique, c'est pas du tout vrai. Alors là, c'est archi faux. Voilà. D'accord. Docteur Massy, très rapidement sur la question. Oui, allez-y. Je rejoins parfaitement Docteur Botton sur la question. C'est vraiment pas la peine d'intoxiquer les patients avec des mixtures extraordinaires. J'en vois tous les jours et je jette tout de suite. Ça ne sert absolument à rien. Vous avez une anémie, vous consultez un médecin qui s'y connaît, on fait le diagnostic, on trouve la cause et on traite la cause. Docteur Botton, pour finir. Pour finir, en fait, je vais lancer un appel pour finir. Parce que qui dit anémie, dit transfusion. Quand on dit anémie, c'est qu'on a besoin de sang. Donc moi, sincèrement, je lance un appel à la population. Je vous en prie, sortez massivement pour donner du sang. Nous avons besoin de sang. Ce n'est pas Romuald qui vous demande du sang, ce n'est pas forcément le gouvernement, ce n'est pas le ministère, non. Mais c'est une entraide. Il faut que l'entraide soit spontanée, naturelle. Nous avons les besoins les uns des autres. On ne peut pas être heureux tout seul. Donc, sortez massivement pour être des donneurs de sang. Donnez du sang pour pouvoir, en fait, sauver beaucoup d'enfants et beaucoup de mamans qui sont dans des situations où elles ont besoin du sang. Donc, je vous en prie, ça c'est un appel parce que quand on dit anémie, c'est qu'il y a transfusion derrière. Donc, sortez massivement. Et docteur Massy, pour finir. Merci. Pour finir, je voudrais juste dire et rappeler à nous tous que le paludisme est un facteur très important qui cause des anémies. Et nous sommes en saison pluvieuse. Les enfants sont actuellement en vacances. S'il vous plaît, prenez soin des enfants. Arrangez les portes, les fenêtres, grillagez, faites dormir les enfants systématiquement sous moustiquaire pour qu'on puisse éradiquer le paludisme et comme ça on aura moins d'enfants transfusés. Merci à vous, docteur Botton. Merci, docteur Massy, pour toutes ces informations partagées sur ce plateau. L'anémie, touche principalement les femmes en âge de se reproduire, de procréer, les enfants, mais également les hommes. Elle atteint des niveaux records au Sahel et en Afrique de l'Ouest. En plus d'affecter la santé et la qualité de vie des mères, l'anémie compromet l'avenir de générations d'enfants, impactant leur développement, leur capacité d'apprentissage et leur productivité économique. Ce sera tout pour cette émission. Merci de votre attention. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Prenez soin de vous. Je crois qu'on s'est bien amusé.